Allez, on est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci messieurs d'apporter cette touche masculine pour cette conférence. Je m'appelle Maïté Mulot, je suis naturopathe. Je suis installée 5 rue des Prairies à Calais. Je suis sur Doctolib pour les personnes qui voudraient prendre rendez-vous, aussi bien donc pour les massages, je fais des massages énergétiques et je fais également des soins naturaux, des consultations de base et de suivi. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des hypersensibles parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se découvrent hypersensibles. Je vais commencer par une petite blague, parce que pour moi, la naturopathie, c'est rigolo aussi. Quand Dieu créa l'hypersensible, il a fait à peu près ça. Bon. De l'empathie. Oh, il devrait avoir aussi pas mal d'amour à donner. Bon, allez, on va compliquer un petit peu les choses. Du stress, du doute et de la peur. De la beauté intérieure, avec un petit côté bizarre adorable. Et juste quelques gouttes d'exhausteur d'émotion. Oups! C'est un peu ça. La définition de l'hypersensible, c'est une profondeur de traitement des informations supérieure à la normale. Une surstimulation facilitée. Une forte réponse émotionnelle et empathique. Et une sensibilité accrue à la susceptibilité. On donne souvent une autre définition sur les hypersensibles, parce que souvent, quand on n'est pas que hypersensible, on est aussi hyper émotif et souvent aussi avec HPI, avec un haut potentiel intellectuel. Et donc la définition qui est un peu sympa et qu'on peut découvrir aussi un petit peu pour catégoriser les hypersensibles, ce sont les zèbres. Donc de temps en temps, je vous parlerai des zèbres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que vous connaissez l'expression « tu te prends trop la tête » ? C'est un peu ça. Parce que les hypersensibles, ils ont tendance à traiter toutes les informations, à comparer, à retourner, et pour être sûr de ne rien rater. Donc là, tout à l'heure, j'expliquais, ça peut être vraiment pour tout. Bah tiens, pourquoi il s'est fait ça? Pourquoi dire ça va bien se passer? Parce que ça risque de pas bien se passer. Non, en fait, c'est simplement l'esprit qui travaille, qui travaille, qui travaille. Je ne sais pas si vous regardez Big Bang Theory, mais Sheldon, c'est un petit peu ça, avec ses penny, penny, penny. Et c'est vraiment cette sensibilité à vraiment tout analyser. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est impossible de désactiver cet esprit analytique. Du coup, les prises de décision, pas très rapides. Une fois, j'ai entendu si tu mets autant de temps à choisir un impair qu'à choisir ton mari, t'es pas là de te marier. Bon, je me suis mariée à 30 ans, ça va, ça reste quand même. Et en plus, comme on met tellement de temps à analyser, c'est hyper fatigant. Donc forcément, on s'épuise aussi beaucoup plus vite. Deuxième définition, tu sais pas t'amuser. Comme tout est analysé, bah forcément, on ne réagit pas de la même manière que les autres. Et en plus, la fatigue est encore plus importante. Souvent, les autres ne nous comprennent pas, les hypersensibles, et on passe un peu pour l'extraterrestre. Et c'est simplement qu'on a d'autres repères. Haute expression, tu es toujours en train de pleurer. Effectivement, les hypersensibles ont des réactions plus fortes, aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif. Il y a l'empathie aussi qui est super forte. Et donc, du coup, un hypersensible, quand il va être dans une communauté, quand il va être avec d'autres personnes, il va sentir les émotions de toutes les personnes présentes dans la salle. Et forcément, toutes ces émotions, ça va se mélanger à l'intérieur de lui et ça occasionne aussi des réactions plus fortes et plus importantes. Et ça marche pas seulement dans une salle, mais souvent aussi par rapport à une photo, par rapport à une vidéo. On parle des pubs Royal Canin qui font pleurer tout le monde. Et après, le gros souci, c'est que l'hypersensible veut aussi aider tout le monde.
Souvent, en fait, comme il ressent finalement la problématique, la peine, la douleur de la personne, il arrive un petit peu en sauveur et se dit, mais je ressens cette peine, si je l'aide, je vais m'aider aussi et je vais aller mieux. Et du coup, ça en devient la cible privilégiée des pervers narcissiques. Donc souvent, c'est vrai que l'hypersensible est assez piégé par ce type de personnalité. L'hypersensible, il a souvent besoin aussi de faire plusieurs choses en même temps pour s'occuper le mental, pour dompter un petit peu l'esprit. Il a du mal à être monotâche. Donc, en fait, c'est pas qu'il ne vous écoute pas, c'est simplement qu'il a besoin de faire autre chose en même temps. Et d'ailleurs, il y a des classes qui ont compris ça hein, pour les enfants. En fait, quand dans certaines classes d'école, les enfants qui sont sur les boules, enfin sur les comment ça s'appelle, les fauteuils qui bougent, etc., ou qui ont la possibilité de faire autre chose, c'est simplement en fait la possibilité de se concentrer vraiment sur la tâche principale. Pour les autres, c'est souvent s'éparpiller, en fait, alors que pas le cas du coup, pas du tout. Actuellement, il y aurait 15 à 20% de la population qui serait hypersensible. Et donc, une petite définition qui pourrait aider donc, les hypersensibles à avancer, c'est ne pas chercher à vivre comme les autres. Il faut s'accepter comme on est, différent, mais avec une très grande richesse finalement. Donc, il y a plusieurs axes d'action pour justement essayer de dompter un petit peu, ou en tout cas mieux vivre son hypersensibilité. La première, c'est l'alimentation. De toute façon, en gros, les conseils que je vais donner pour les hypersensibles, ça marche pour tout le monde, hein, parce qu'on est tous plus ou moins hypersensibles. En fait, les hypersensibles, forcément hypersensibles, donc l'estomac et aussi l'estomac, les intestins sont aussi plus sensibles. Donc, c'est vraiment à prendre en compte si jamais vous avez des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, après avoir mangé, c'est bien d'essayer de diagnostiquer quel est le groupe d'aliments qui vous fait souffrir. Donc, pour découvrir justement quel est le groupe d'aliments, ce qui est bien, c'est d'enlever un par un le groupe d'aliments pendant une semaine et de voir lequel vous fait réagir ou pas. Je vais parler des produits laitiers, je vais parler du gluten forcément, hein, mais ça c'est pas seulement les hypersensibles. Les produits transformés, le sucre, les produits transformés de toute façon quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est pas bon pour la santé parce que vous avez plein d'additifs, il y a énormément de gras, il y a énormément de sucre, et donc il faut pas culpabiliser si jamais vous en prenez parce que ça nous arrive, on n'a pas des super pouvoirs pour tout. Et forcément, des fois, on n'a pas le temps de cuisiner. Après, il faut essayer vraiment de choisir chez un boucher, chez un traiteur, le produit le plus frais possible. Les matières raffinées, le sucre, la farine, quand c'est trop raffiné, forcément, le corps va moins bien l'assimiler et ça va agir aussi sur la sensibilité au niveau du gastro-entérite. Limiter le sucre en général. Parce que non seulement, on le sait, c'est pas bon pour la santé, mais ça va aussi influencer les émotions. Quand on mange du trop sucré, après, forcément, on peut être plus énervé, plus excité. Alors moi, j'aime bien les séries. Hein. Je ne sais pas si vous voyez Dewey dans Malcolm. Hein. À un moment, il mange énormément de sucre et on dirait un petit diable à ce moment-là. Donc, limiter le sucre, c'est aussi finalement passer sur des petits déj salés avec des bons oméga 3, des bons oméga 6. En plus, ça tiendra beaucoup plus facilement au corps, ça vous permettra de garder de l'énergie jusqu'au prochain repas et ça peut vraiment être un plus par rapport à ça. Limiter forcément le café, le thé, l'alcool, parce que ce sont des excitants qui finalement vont fatiguer encore plus. Il va y avoir la phase d'excitation et après, quand ça va descendre, vous allez descendre encore plus bas. Attention aussi sur tout ce qui est alcool et stupéfiant, puisqu'on a l'impression que ça va enlever peut-être des fois de l'émotion et permettre de se calmer un peu, mais finalement ça entraîne pareil encore plus bas après quand l'alcool est parti, quand l'effet des stupes est parti aussi. Alors l'hypersensible, quand il a faim, il a faim.
Donc, c'est-à-dire que ça peut très bien l'énerver, le stresser. Il se sent facilement aussi vite mal. Et en plus, ça altère son humeur, hein, forcément. Donc, il faut bien penser à prévoir des petits snacks, des amandes, des raisins secs, ce genre de choses, c'est idéal. Et aussi à bien s'hydrater. Parce que, par contre, l'oubli de boire, ça arrive tout le temps. Et forcément, les cellules qui sont moins hydratées, ça influence aussi finalement le cerveau et ça augmente encore plus les effets négatifs par rapport au corps. Je reviens au sucre. Ça, c'est bon pour tout le monde, pas seulement pour les hypersensibles. Il faut savoir que c'est un acidifiant et qui crée de l'inflammation aussi. Ça favorise forcément la prise de poids. Le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Donc forcément, si vous avez un terrain avec un cancer, il faut vraiment essayer de limiter le sucre, d'enlever le sucre pour lutter justement contre le cancer. Il appauvrit les réserves en magnésium et en calcium. Et en plus, il perturbe l'équilibre hormonal. Si on baisse le sucre, vous allez voir, on a plus d'énergie. En plus, on redécouvre le goût. En plus, on continue, on a une peau plus belle. Et forcément, ça renforce aussi le système immunitaire et ça améliore la flore aussi au niveau des intestins. Souvent, pour les hypersensibles, la nourriture, c'est un petit peu le doudou. Ça permet de se réconforter, de combler un petit peu les émotions. Et il faut vraiment trouver le protocole pour éviter que justement que ce soit la nourriture qui devienne le doudou. Il y a plein d'aides, j'en viendrai un petit peu plus tard. Les hypersensibles vivent tous intensément. Et donc forcément, ils ont besoin d'un sommeil et d'un repos intense également. Mais également d'activité physique pour se décharger, pour décharger l'énergie, pour décharger les émotions et d'une bonne alimentation. Il faut réussir à ce que l'hypersensible ait certains moments sans surstimulation. C'est hyper compliqué pour un hypersensible de ne rien faire. Donc vraiment trouver un moment où se poser, où être vraiment zen. Alors il y a plein de moyens de le faire, mais après chaque hypersensible trouve aussi le sien. Ça peut être se ressourcer dans la nature, ça peut être faire de la méditation, ça peut être s'enfermer dans un livre pour vraiment faire sa bulle autour de soi. Le repos dans la nature, c'est quelque chose qui est hyper bon aussi. Donc, si jamais vous avez un hamac que vous le calez entre deux arbres, et le fait de se ressourcer comme ça, vraiment en lien avec la nature, ça va permettre de faire baisser vos vibrations et donc du coup de l'apporter aussi un peu de stabilité. Ce qui est important, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est de savoir dire non. L'hypersensible, souvent, il veut faire plaisir à tout le monde parce qu'il a l'impression justement de devoir aider tout le monde. D'arrêter de culpabiliser. Ça, c'est le problème des mamans souvent aussi, mais pas que. De culpabiliser, de prendre un petit peu de temps pour soi. Alors que finalement, quand on prend du temps pour soi et quand on arrive à être plus zen soi-même, ça permet de se consacrer d'autant plus aux autres. Et il faut aussi une bonne organisation. Donc, en se programmant des phases de repos. On a souvent souvent on se laisse de côté et on pense qu'on n'a pas besoin de se reposer, on n'a pas besoin de se faire un massage, on n'a pas besoin de prendre du temps pour soi. Et on fatigue de plus en plus son organisme. De bloquer du temps pour faire du sport dans son agenda, de bloquer du temps pour se prendre soin de soi, un massage, c'est essentiel de vraiment se planifier ce moment pour soi. Et surtout, s'écouter. Si on est fatigué, on est fatigué. C'est pas grave si la série passe, maintenant il y a plein de replays, on va se coucher. Il faut vraiment écouter ses sensations. Et pour que le repos soit vraiment total, il faut aussi éviter la petite lumière rouge dans la chambre ou le petit truc qui vibre, le réveil. Parce que souvent, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les hypersensibles, c'est aussi finalement tous les sens qui sont développés et donc ils vont entendre que ça. La température de la chambre
doit être aussi plus basse. Donc 19 degrés, grand maximum. Même moins, c'est encore mieux. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la chambre, c'est de prendre une couverture qui est lourde, parce que forcément, elle va entraîner aussi un peu plus d'apaisement et elle va encourager donc un meilleur sommeil. Et si la chambre est rangée, c'est encore mieux. Alors là, je vous dis ça, ma chambre, c'est un gros bordel. Pardon. Elle est vraiment pas bien rangée. Mais par contre, c'est vrai que ça apporte quand même le fait que la pièce soit rangée, que la chambre soit rangée, ça enlève le stress, ça apporte de l'apaisement. Un des axes de travail pour justement gérer son hypersensibilité, c'est la respiration. La respiration, c'est quelque chose d'essentiel. On a l'impression que c'est inné, hein, c'est le cerveau reptilien qui gère la respiration. Mais finalement, on se rend compte que souvent, il y a plus des respirations au niveau du torse, au niveau du haut du corps. Et pour vraiment apporter de la relaxation et de la maîtrise de ses émotions, il faut vraiment avoir une respiration complète, donc vraiment au niveau du ventre. Donc, tant pis si on a un petit bidou, après tout, c'est notre corps, et puis voilà. Et de vraiment respirer en gonflant le ventre, en inspirant au maximum, c'est là où vous allez avoir la plus grande capacité d'intervention, de respiration. Oui? Non. Enfin, si, mais bleu, électrique. Pas de souci. Donc, quand vous allez respirer en gonflant le ventre, vous allez forcément inspirer beaucoup plus d'oxygène et ça va d'autant mieux oxygéner vos cellules. Et ça va permettre aussi de baisser votre fréquence cardiaque. Donc, il y a cette respiration donc, ventrale. Après, vous avez la cohérence cardiaque aussi, en inspirant, par exemple, sur 3 temps, soufflant sur 3 temps, et après, votre respiration va se calquer sur votre rythme cardiaque, et ça va vraiment permettre de vous apaiser aussi, par exemple, dans les situations de stress. Une autre respiration, quand vraiment vous avez un coup de stress et que vous voulez le dompter, et ça peut se faire de façon totalement invisible, par exemple pour les prises de parole en public, en fait, ça s'appelle la respiration carrée. Donc, vous choisissez un temps d'inspiration, vous bloquez sur le même temps, vous soufflez sur le même temps et vous bloquez sur le même temps. On fait un petit exercice tous ensemble? Donc, on va le faire sur 3 temps. Donc, je répète, on inspire sur 3 temps, on bloque sur 3 temps, on souffle sur 3 temps et on rebloque sur 3 temps. On y va. Inspire. 2, 3. Bloque. 2, 3. Souffle. 2, 3. Bloque. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Bloque. 3. Souffle. 2, 3. Bloque. 2, on dirait un chef d'orchestre comme ça. Vous étiez parfait. Donc en fait, cette respiration, aussi bien si vous le soufflez par la bouche comme certains l'ont fait ou par le nez, elle va vous permettre vraiment de redescendre les émotions et d'être beaucoup plus apaisé. Donc si vous avez quelque chose où vous sentez que ça monte, vous pouvez le faire tout simplement. Ça ne se voit pas et ça permet vraiment de baisser les pulsations cardiaques. Ça s'appelle la respiration carrée. Ça se travaille aussi, alors il y a la respiration afghane qui se fait en randonnée. Donc en fait, où là, vous marchez et pareil, vous restez sur le même rythme au nombre de pas. Donc 2 pas d'inspiration, 2 pas vous bloquez, 2 pas vous soufflez, 2 pas vous bloquez. Et ça travaille aussi finalement sur la détente, sur la cohérence cardiaque aussi. Pour l'hypersensible, ce qui est important, c'est de calmer ses sens. Parce que forcément, alors souvent, l'hypersensible n'a pas tous les 5 sens en éveil. Il en a 2, 3, mais c'est important quand même de réussir à les calmer. Alors sur l'ouïe, l'hypersensible, il va entendre le petit oiseau qui chante ou la porte qui claque à l'autre bout, et du coup, il n'arrivera pas à suivre la conversation en direct. Il va plus se concentrer sur la porte qui claque
Et il va penser qu'à ça, qu'à la porte qui claque. Et c'est difficile pour l'hypersensible de réussir à se recentrer, à s'ancrer en fait dans le moment et dans ce qu'il doit écouter. Le petit truc qui peut être bien, c'est d'avoir les balles de stress. Donc, quand vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à maîtriser les choses, vous prenez la balle de stress. Et comme votre main et votre esprit est occupé sur une autre action, il va pouvoir se concentrer sur l'action principale. Si jamais vous êtes dans un environnement stressant, je vous encourage à écouter les musiques qui vous calment si à un moment vous avez un moment de stress. Alors, pour certaines personnes, ça va être la musique classique, mais j'ai fait un article il y a quelque temps sur par exemple le métal. La musique, enfin le métal, le hard rock, c'est une musique qui calme et qui vraiment permet de, en fait, toute la colère, tout ce que vous pouvez avoir, ça part dans la musique. Et souvent, les personnes qui écoutent du métal sont d'autant plus posées et d'autant plus calmes. Donc, si jamais, enfin voilà, il n'y a pas de musique, il ne faut pas spécialement rester sur du classique ou sur du métal. Vous pouvez écouter, allez-y, installez-vous, madame. Vous pouvez écouter vraiment la musique qui vous plaît. Moi, je propose des massages avec la musique qui vous plaît aussi. Parce qu'il y a des personnes, les musiques indiennes, relaxation et tout, c'est pareil, ça peut stresser. Donc, si jamais vous voulez un massage avec du métal, vous allez me faire de moi la masseuse la plus heureuse du monde parce que j'adore ce style de musique. Mais après, vraiment, n'hésitez pas à demander la musique qui vous plaît. Allez-y, installez-vous, madame. Donc, ça peut être vraiment très important parce que pour le lâcher prise, pour la détente, si une musique ne vous plaît pas, s'il y a un bruit qui vous perturbe, ça peut complètement rater votre séance détente. Donc, c'est vraiment hyper essentiel. Il y a aussi des diffusions de bruit blanc. Donc, il y a certaines vidéos sur YouTube, par exemple, qui diffusent du bruit blanc. Donc, ça permet, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à dormir, ou par exemple des personnes qui dorment avec des ronfleurs, et bien, de mettre un casque avec des bruits blancs, ça permet aussi de pouvoir dormir et de pouvoir se relaxer. Au niveau de la vue, l'hypersensible, souvent, il est donc forcément hypersensible aussi à la lumière, tout ce qui est luminosité, etc. Donc déjà, les écrans, il faut essayer de limiter les temps d'écran, même s'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations par rapport à ça. Donc l'idéal, c'est par exemple 2 heures avant de se coucher, plus d'écran, parce que la lumière bleue va stimuler aussi votre cerveau et va empêcher la mélatonine d'être sécrétée. Il faut aussi oser fermer les yeux. Donc, c'est pas parce que vous êtes à une conférence, par exemple, que vous fermez les yeux, que vous êtes en train de dormir avec le petit babou sur le côté. Ça peut être simplement que la lumière, finalement, vous fait mal et vous avez besoin de fermer les yeux. Donc, c'est vrai que de prendre ce temps où vous fermez les yeux, où ça vous permet justement de refaire le point, c'est vraiment essentiel. Choisissez un éclairage adapté aussi. C'est vrai que maintenant, on a la possibilité de régler les lumières dans les salles, dans certains endroits, donc ou même chez vous, hein, de passer sur des couleurs neutres, de passer aussi sur des couleurs plus apaisantes, de travailler avec le feng shui. Alors là, c'est dans l'idéal, mais ça peut vraiment permettre de vous apaiser aussi. Et puis, je les ai pas, si je les ai posées là, les lunettes de soleil. Il y a des personnes qui ne supportent pas la moindre luminosité, mais même s'il pleut, en fait, il peut y avoir une luminosité qui peut déranger. Pour la conduite la nuit, n'hésitez pas à passer sur des lunettes jaunes. C'est vraiment exceptionnel. Je n'y croyais pas, j'ai testé, et vraiment, ça permet de mieux supporter les phares qui arrivent en face et de pouvoir conduire de façon beaucoup plus apaisée pour justement les personnes qui ont les yeux sensibles. Allez-y. Alors, des lunettes jaunes de conduite, en fait. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez bien fait. En fait, c'est les lunettes jaunes que vous pouvez trouver aussi bien chez Decat que chez les opticiens aussi, avec des... Alors, c'est pas très... Voilà, hein,
Mais du coup, il y a vraiment les verres jaunes et c'est des lunettes spéciales pour la conduite de nuit. Allez-y. Oui, qui se teintent automatiquement. Oui, alors qui se teintent automatiquement suivant la luminosité. Donc ça, c'est vraiment bien pour les personnes qui sont hypersensibles justement à la lumière. Ça s'adapte vraiment à la luminosité et ça s'adapte en quelques secondes. Hein, c'est ça, madame, hein, c'est vraiment très rapide et ça permet de travailler. Alors là, par contre, il faut un mot de l'ophtalmo pour que ce soit pris en charge. Alors, je ne connais pas la prise en charge au niveau des mutuelles de ce type de verre. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais s'il y a une correction en plus. Hein. Bon. C'est vrai que si ça peut être pris en charge par la mutuelle, c'est encore mieux. Mais en tout cas, par contre, pour le soir, hein, pour conduire la nuit, ça ne va pas. Pour les verres teintés comme ça. C'est vraiment pour la journée et pour la lumière du jour. Le toucher. Alors, il y a des personnes qui ne supportent pas d'être touchées. C'est OK. Il suffit juste de l'expliquer aux personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui sont hyper tactiles et qui, pour eux, ont besoin de toucher. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être touchées. Il n'y a pas de souci. Mais il suffit de l'expliquer pour que les autres l'entendent et le comprennent d'autant mieux. Il faut aussi une garde-robe. Oui. Oui. Alors, ça peut, effectivement, suivant votre état émotionnel, suivant votre état vibratoire. Donc, il y a des fois où, forcément, votre enveloppe énergétique, elle n'a pas envie qu'on passe à travers elle pour venir jusqu'à la peau, et forcément, ça va aussi vous influencer. Par contre, ça, on peut travailler dessus, si jamais vous le souhaitez, avec tout ce qui est flore de bac, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Mais effectivement, il y a des jours, enfin, voilà, et c'est OK, enfin, je veux dire, c'est... Mais après, je pense que votre fille, si vous lui expliquez, oui. Alors, il faut lui expliquer en disant, bah, maman, aujourd'hui, elle n'a pas envie d'être touchée, ou bah, les autres personnes, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et c'est OK, enfin, il faut simplement expliquer les choses toutes clairement, et ça, les gens peuvent l'entendre aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est pareil pour les vêtements, suivant les tissus, suivant, des fois on est plus serré aussi, on n'a pas envie. Et il faut vraiment trouver le vêtement, la forme, le tissu qui s'adapte le plus à vos besoins. Je parlais tout à l'heure des massages, pareil, le fait de se masser quand on est hypersensible, ça permet aussi de reprendre contact avec son corps. Mais il faut trouver la personne, ou en tout cas le type de massage qui vous correspond. S'il n'y a pas un feeling avec la personne, si vous la voyez, vous n'avez pas envie qu'elle vous masse, stop, hein, arrêtez, ça ne sert à rien, vous ne passerez pas un bon moment. Et quand on masse, on sent aussi les choses, et du coup, le masseur ou la masseuse ne passera pas un bon moment non plus. Donc c'est OK, il suffit simplement de le dire, et ça s'entend parfaitement. Et pareil, les massages, ça peut être soit très délicat, très doux, soit plus rentrer dedans, être plus énergique. N'hésitez pas à dire vos attentes, parce que ça fait du bien de se faire masser, ça fait du temps, ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Ouais, faut pas faire craquer le cou quand même, hein, ça fait un petit peu. Mais il faut oser le dire au masseur. Si c'est un pro, il saura s'adapter. Ou à la masseuse, parce qu'il y a plus de masseuses que de masseurs. Et alors, pour les personnes qui n'aiment pas être touchées, ce qui est bien, c'est l'automassage. Donc vraiment, prendre des sessions d'automassage, ça permet de se décontracter quand même, tout en ayant donc pas d'autres personnes qui nous touchent. Donc se faire du bien, tout en gardant finalement son envie de ne pas être touché. Moi, je peux faire des sessions aussi, par exemple, c'est quelque chose que je propose, des sessions de formation à l'automassage, et ça fait vachement bien. Et l'odorat. Donc,
les hypersensibles, souvent on dit, alors, à Calais, toi tu as un flair de tiens de cache. Donc, la petite odeur du biscuit ou du petit verre d'alcool ou de n'importe quoi, le truc qu'on essayait de planquer, de manger discrètement, et ben, l'hypersensible, il va le sentir. Mais du coup, il y a des odeurs qui tournent aussi finalement facilement sur le cœur ou qui peuvent donner la nausée, qui peuvent donner la migraine. Et pour les autres personnes, ben, non, ils ne comprennent pas en fait que cette odeur peut aller à ce point perturber. Donc ça, il faut vraiment le dire aussi par rapport aux parfums, aux odeurs de parfum. Si jamais vous êtes sensible aux odeurs de parfum, ben, dites-le aussi tout simplement. Dans mon autre vie, j'avais une collègue de bureau avant de partir, brume de parfum, c'était insupportable. Mais en fait, il suffit de le dire et puis et elle le fait juste en sortant et puis dans le bureau et c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus facile de vivre ensemble. Ce qui peut être bien aussi, justement, hypersensible aussi pour capter les éléments positifs. Donc la diffusion d'huile essentielle, ça peut être vraiment bien pour les hypersensibles. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a l'ylang ylang, la lavande, la mandarine et l'orange douce. Pardon. Attention à bien diffuser aussi. C'est-à-dire, ne brûlez pas l'huile essentielle, c'est toxique. Utilisez vraiment des diffuseurs, alors soit les petits galets sur lesquels vous mettez de l'huile essentielle ou ceux, enfin voilà, vraiment adaptés. Ce qui est bien, c'est de le déterminer quand même avec un professionnel parce que certaines huiles essentielles ne sont pas bonnes à respirer suivant si vous avez des pathologies, des problèmes de santé. Et également si vous avez des animaux. Donc par exemple, les huiles essentielles pour les chats, pour les chiens, c'est hyper mauvais. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Dans ce cas-là, si vous avez des animaux, mettez de l'eau florale sur votre oreiller ou vraiment à côté de vous dans la chambre, mais ne diffusez pas dans la même pièce que des animaux. C'est vraiment important. Bonjour, allez-y, installez-vous. C'est vraiment important de prendre en compte cette alerte pour les animaux. En gros, les huiles essentielles sur les animaux, il ne faut pas. Et même à la respiration, ça peut être toxique pour eux, ça peut au niveau du foie, ça peut vraiment être toxique. Oui. Ouais. Alors, normalement, en fait, déjà, l'huile essentielle, elle ne se mélange pas avec l'eau. Donc, elle va le rester, elle n'est pas soluble. Et après, là, ça va chauffer. C'est de la vapeur d'eau qui va se diffuser. Donc là, ça va. Mais il ne faut pas, par exemple, il y a certaines personnes, les bougies aux huiles essentielles, l'huile essentielle, il faut savoir que de toute façon, elle perd tous ses effets si elle est chauffée. Donc, par exemple, si vous mettez de l'huile essentielle dans votre lessive, que vous faites une lessive à 90, ça ne sert à rien du tout. Vous perdez tous les avantages de votre huile essentielle. Vous pouvez en mettre un peu après, ou si vous avez envie que votre linge sent bon, un peu d'eau florale, ça vous coûtera moins cher que l'huile essentielle en plus. Et il faut savoir que l'eau florale, elle est quasiment sans aucune contre-indication, contrairement aux huiles essentielles qui ont quand même énormément de contre-indications. Donc vraiment, si vous avez l'appareil comme ça, il n'y a pas de problème, mais pas brûler directement, mettre dans les bougies ou ce genre de choses, ça peut être vraiment toxique. Et l'importance aussi, c'est d'aérer régulièrement votre maison. Parce que déjà par rapport à la pollution intérieure, mais aussi le fait de rapporter de l'air frais chez vous, ça va permettre de faire baisser aussi votre fréquence de vibration et ça va vraiment vous apaiser. Au niveau du goût, on parlait tout à l'heure de l'odeur, mais pour les goûts, c'est la même chose. Le moindre petit goût, par exemple, de café, même si c'est simplement que le marchand de glace n'a pas bien nettoyé sa cuillère et vous a servi une boule de glace avec un parfum que vous détestez, vous allez le sentir quand on est hypersensible. Pareil pour les nourritures ou les boissons. L'eau fraîche, la meilleure eau, elle est à température ambiante. Ça peut être vraiment un choc au niveau de la bouche si vous buvez l'eau trop fraîche.
Et en plus, ce n'est pas le plus adapté puisque votre corps va travailler plus pour la réchauffer. Donc, vous avez utilisé de la vitalité, vous allez utiliser de l'énergie pour réchauffer cette eau. Privilégiez vraiment la température ambiante. Et donc, j'en reparlais, c'est un petit rappel, mais pour la sensation de faim et de soif, quand on a faim et quand on a soif, quand on est hypersensible, on a vraiment faim et on a vraiment soif. Donc, prenez une gourde d'eau avec vous. Maintenant, ça se transporte hyper facilement. Vous avez des gourdes qui sont vraiment bien adaptées. Ça vous permet de bien vous hydrater aussi tout au long de la journée. Et au moins, vous avez toujours tout sur vous pour vous hydrater et pas avoir vraiment cette sensation. Exactement. Et quand on a faim, pareil. Donc, prenez des snacks, des amandes, ce genre de choses, des bananes séchées. Ça se transporte hyper facilement et ça cale quand même. Et ça permet d'éviter ces coups des fois au niveau émotionnel. Hein, ça peut vraiment faire aussi soit d'énervement ou soit au contraire de désespoir, d'anxiété si vous n'avez pas à manger. Communiquer. Quand on est hypersensible, même si vous ne dites pas que vous êtes hypersensible, dites ce que vous ressentez quand même. C'est important pour les autres et notamment pour les proches. Il y a des fois, les proches, ils ne comprennent pas du tout les hypersensibles, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, d'expliquer simplement les choses, ça permet de créer une meilleure relation et en tout cas une meilleure compréhension. Entourez-vous de personnes bienveillantes, positives et douces. Et éloignez-vous, voire enfuyez-vous lorsque vous avez une personne toxique près de vous. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est vrai que les hypersensibles, souvent avec cette volonté de faire bien, c'est vraiment une cible, par exemple, des pervers narcissiques et qui peuvent entraîner vraiment très loin dans le côté obscur de la force. C'est la fan de Star Wars qui parle. Et vraiment causer beaucoup de problèmes. Donc, enfuyez-vous. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas discuter. Il faut s'enfuir. Préférez la qualité à la quantité des personnes qui vous entourent. Et après, utilisez les clés de la communication bienveillante. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez quelque chose à dire, on a envie de tout dire d'un seul coup, de tout lâcher, etc. Mais il faut vraiment essayer de se poser, de reprendre les faits, tout simplement, de dire quelle émotion ça a pu créer chez vous, de signifier les besoins, parce que finalement, le conjoint, le pote, le parent, c'est pas spécialement quel besoin vous avez. Et après, trouver une solution. Besoin de prendre du temps pour soi, ok, et ben c'est l'autre parent qui s'occupe des enfants pendant 1 heure par semaine pour que on puisse prendre aussi un petit peu de temps. Pareil, suivant ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer par rapport à ça. Et une des lectures, mais je vous en donnerai d'autres, qui peut vous aider, ce sont les accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Alors, je vous encourage. Alors, je vous avoue, la préface, moi, je l'ai trouvée un peu. Pourtant, je me définis quand même comme perchée, mais elle est un peu perchée. Donc, n'hésitez pas à passer après la préface, parce que vraiment, c'est une lecture qui peut vous apporter énormément. Donc, avec ces 4 accords, dont ne pas prendre pour soi ce qui est dit. Parce que les hypersensibles, forcément, quand il y a quelque chose, souvent ils ont l'impression que tout est pour eux et tout les concerne. Alors que pas du tout. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? N'hésitez pas à m'interrompre. Je n'ai pas chronométré du tout. On est à 38 minutes, ça va. On va être dans le temps. J'espère que mon micro va fonctionner parce que sinon, ça va être une super conférence sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas en direct, hein, je le remettrai après. Je vais vous donner quelques petites recettes de naturo. Alors, les recettes que je vous donne, normalement, elles sont sans trop de contre-indications. Après, attention, les plantes, c'est pas des bonbons et elles peuvent être dangereuses aussi. N'hésitez pas, bonjour, si vous voulez venir nous rejoindre. Donc, d'accord.
Donc, les plantes, ça peut être dangereux aussi. Donc, normalement, il n'y a pas de contre-indication sur les recettes que je vais vous donner, mais n'hésitez pas à venir me poser la question sur le stand après si jamais vous avez des questions ou à consulter un professionnel. Enfin, moi, je travaille pas mal avec Grand-mère Madi, par exemple, donc, qui ont des formations aussi pour vraiment connaître les effets secondaires des plantes. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous parler de l'infusion de coquelicots. Alors actuellement, il y a plein de coquelicots dans les champs. Si vous pouvez aller les chercher vous-même à un endroit où il n'y a pas de pollution, faites-vous plaisir. Une cuillère à soupe de pétales de coquelicot dans 25 centilitres d'eau bouillante. Vous laissez infuser de 5 à 10 minutes et vous pouvez en boire 4 fois par jour et ça permettra de mieux maîtriser les émotions. La rhodiole aussi. Alors la rhodiole, c'est une plante qui a été utilisée en Russie pour... Ouais, on peut parler de la... Oui, on peut parler de la Russie. Pour les athlètes olympiques. Donc c'est vraiment une plante qui booste la vitalité. Ça a même été étudié à un moment pour les militaires, enfin voilà, pour vraiment booster la vitalité. C'est une plante adaptogène, donc qui va là où vous en avez besoin. Elle permet aussi de gérer les émotions et c'est aussi une plante qu'on offrait aux jeunes mariés pour booster la fertilité et enfin voilà, la nuit de noces, etc. Donc c'est une plante aussi qui peut être vraiment très très bien et qui peut vous aider à remonter. Ça peut être un complément aussi à tout ce qui est antidépresseur. Ça peut être en complément. Oui. La rhodiole, ça s'écrit R-H-O-D-I-O-L-E. C'est ça. Ça se trouve soit en décoction, soit en gélule. Alors la décoction, pas partout, parce que c'est une plante qui n'est pas libre de vente. Il faut que ce soit vendu par un professionnel, donc empaqueté par un professionnel. Donc si vous la voulez en décoction, il faut la commander ou la commander par votre pharmacien. Sinon, vous la trouvez en gélule, en complément alimentaire assez facilement. C'est une quinzaine d'euros pour à peu près un mois de traitement. Oui. Oui. Vous laissez infuser 5 à 10 minutes. Voilà. Ça, vous pouvez en boire jusqu'à 4 fois par jour. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au thé et au café, l'infusion rentre dans votre hydratation. Donc, les plantes ne déshydratent pas, hein, contrairement. Quand vous buvez, par exemple, je zappe de trucs, c'est pas grave, ça va vous donner l'information. Quand vous buvez, par exemple, un mug de thé, c'est comme si vous retiriez l'équivalent en eau de votre hydratation. Parce que le thé, le café déshydrate. L'infusion, ce n'est pas le cas. L'infusion, elle, hydrate vraiment. Donc, par exemple, pour les personnes qui n'aiment pas l'eau, n'hésitez pas à boire des infusions ou à boire de l'eau avec des eaux florales à l'intérieur. Donc, pareil, par exemple, pour les eaux florales, vous pouvez utiliser la mélisse, l'aubépine, la valériane, la passiflore. Donc, 2 cuillères à soupe d'eau florale dans votre gourde, ça donne un petit goût sympa. Et en plus, ça agit aussi pour baisser les émotions et pour agir par rapport à ça. On rentre vraiment dans l'hydratation. Ce qui est bien quand vous passez sur les compléments alimentaires, sur les eaux florales, etc., c'est de se faire des petites fenêtres thérapeutiques quand même. Donc, c'est-à-dire ne prenez pas en continu toujours les mêmes compléments alimentaires, toujours les mêmes eaux florales, sinon votre corps va s'adapter et vous n'avez plus à avoir autant les bénéfices. Donc, par exemple, faites du 3 semaines, une semaine sans rien, ou du 5 jours et les 2 autres jours sans rien. C'est bien pour justement éviter de surcharger votre corps. Et par exemple, il faut savoir que si vous utilisez des huiles essentielles, que à trop forte dose, c'est toxique aussi au niveau du foie. Donc, il faut vraiment faire attention et permettre aussi au corps de se détoxifier. Juste, oui. Globalement, dès tout petit, vous pouvez utiliser les eaux florales. Après, il y a vraiment certaines où il y a des contre-indications. Dans ce cas-là, si vous voulez, après, on peut voir si vous avez une question précise. Mais les eaux florales peuvent être utilisées chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes et chez les enfants globalement, hein, pour la majorité d'entre eux.
La petite magique, c'est l'eau florale de menthe poivrée que vous mettez dans la voiture, qui est aussi bien pour les jambes lourdes que pour la nausée, et en plus ça sent bon. Donc ça, par exemple, l'eau florale, vous pouvez l'utiliser même chez les animaux. Ça marche, vous mettez un coup d'eau florale dans la gueule du chien si jamais il est malade en voiture, et ça marche vraiment sans risque d'intoxifier le foie. On parlait d'huile essentielle tout à l'heure. Donc, en aromathérapie, je vais vous donner deux recettes, une interne et une externe. Celle externe, vous allez pouvoir vous masser le plexus avec forcément toujours, quand vous utilisez de l'huile essentielle sur votre peau, toujours mettre de l'huile végétale, sinon ça peut vous brûler la peau. C'est vraiment essentiel. J'ai une copine une fois qui s'est massée, elle a été brûlée au 2e degré. Et ça a duré très très longtemps. En plus, si jamais ça arrive, nettoyer à l'huile végétale et pas à l'eau, parce que ça ne sert à rien. Donc vraiment, très attention avec les huiles essentielles. Donc là, une cuillère d'huile végétale, celle que vous avez chez vous, l'huile d'olive, l'huile de colza, pas l'huile de tournesol, ça coûte trop cher. L'huile de noix de coco, moi c'est ma chouchoute, je l'utilise pour tout, aussi bien pour les cheveux, pour la peau, pour me démaquiller, pour la cuisine, enfin vraiment pour tout, c'est vraiment pratique. Donc avec de l'huile essentielle de néroli, de camomille et d'encens. Donc pour une cuillère à soupe, vous mettez une goutte de chaque. Vous massez ici en conscience aussi, en respiration ventrale en même temps, et comme ça vous avez tous les effets. Et ça, vous pouvez le faire, allez, dans l'idéal 3 fois par jour, mais pareil, toujours avec ces fenêtres thérapeutiques. Oui, madame? Et encens. Elle est moins connue, celle d'encens, mais elle est bien. Et j'ai oublié le nom, je vous dirai tout à l'heure. En aromathérapie, en fait, vraiment quand on travaille sur les odeurs, c'est vraiment une de celles qui peut faire remonter aussi pas mal d'émotions. En olfactothérapie, pardon. Une goutte de chaque, attention, oui, voilà, aux quantités, une goutte de chaque, c'est très bien. Vous pouvez préparer votre petit flacon, si jamais vous avez des flacons un peu teintés, vous pouvez le préparer à l'avance. Dans ce cas-là, vous calculez le ratio, hein, mais surtout pas trop de gouttes d'huile essentielle. De toute façon, l'huile essentielle, elle est vraiment très efficace, et en 40 minutes, elle est au cœur de votre cellule. Donc, elle agit très, très vite au niveau de votre corps. Donc, en interne, oui, pardon. C'est la romaine. J'ai oublié de préciser. Vous faites bien. Merci. Au niveau de l'ingestion, de l'huile essentielle de zeste de mandarine. Donc, vous en mettez 2 gouttes dans une cuillère à café de miel 3 fois par jour. Bon, 2 gouttes dans une cuillère à café. Alors, de miel parce que c'est bon et souvent on en a chez soi. Après, vous pouvez soit faire les petits comprimés neutres, les acheter tout faits, ou les faire vous-même avec de l'argile verte et de l'eau. En plus, l'argile, c'est pareil, c'est bon pour la santé aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le mettre aussi sur de la mie de pain si jamais vous n'aimez pas le miel. Voilà, multiples possibilités d'ingérer l'huile essentielle. Donc, une semaine par mois pour se désensibiliser, justement. Et alors, pour les fleurs de Bach, sur mon stand, il y a plein de cartes de fleurs de Bach. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'aime travailler parce qu'il travaille sur les émotions. C'est quelque chose qui n'a aucune contre-indication. Et on n'a pas l'impression que ça bouge à l'intérieur de nous, en fait, quand on prend des fleurs de Bach. On a l'impression que c'est le monde extérieur qui change. Donc, les fleurs de Bach qui peuvent être très adaptées pour les hypersensibles, c'est la walnut, l'elme, l'arche et l'agrimonie. Donc, agrimonie, l'arche, elme et walnut. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment de le déterminer aussi avec un professionnel parce que il n'y a pas de contre-indication, mais il peut en avoir une plus adaptée à votre situation. Et
quelque chose qui est top aussi pour les hypersensibles, alors ça, c'est pas moi qui le fais, mais je travaille avec une psychopraticienne qui le pratique justement, c'est la neurostimulation. La neurostimulation, c'est une technique auditive et visuelle. En fait, vous allez être tranquille dans un super canapé confortable et on va vous mettre un casque sur les oreilles avec des lunettes, style lunettes de soleil sur les yeux et ça va envoyer des sons et des flashs au niveau des yeux. Donc vous fermez les yeux, hein, ça ne vous envoie pas vraiment les flashs dedans. Et ça permet de travailler vraiment sur le rééquilibrage cerveau gauche, cerveau droit. Souvent, l'hypersensible, le cerveau gauche, le cerveau droit plus développé que le cerveau gauche. Alors pas plus développé, mais en tout cas, il utilise plus le cerveau droit. Et permettre de rééquilibrer comme ça permet des fois de simplifier aussi les relations avec l'autre. Donc ça, ce sont des séances qui durent 1 heure et demie. C'est bien de travailler sur un cycle complet. Donc de mémoire, le cycle complet, il est de 6 séances. Et en gros, vous êtes assis dans le canapé pendant 1 heure, souvent, à avoir donc ces flashs dans les yeux et ces sons au niveau des oreilles, avec une musique que vous choisissez en plus. Donc ça peut être de la méditation, mais pas que. Hein, je parlais tout à l'heure des musiques. Et ça permet vraiment d'apaiser le cerveau. Les hypersensibles, souvent, ils sentent l'endroit où ça travaille dans le cerveau. Alors, ça ne vous enlève pas votre hypersensibilité, parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Et donc, il faut le garder, ce super pouvoir. Et ça permet de mieux vivre avec. Et en petite idée lecture, je vais vous conseiller 2 livres, voire 3. Le troisième, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est Grimaldi, je ne sais plus, Né sous une bonne étoile. C'est un livre qui est, c'est elle qui a fait Pousse pas mémé dans les orties, En voiture Simone, etc. Et en fait, Né sous une bonne étoile, ça parle d'un petit garçon qui justement, qui justement est hypersensible et ça raconte toute son histoire. Donc c'est vraiment très... Aurélie Valogne. Merci. Vous n'aimez, vous Bon, en tout cas, Né sous une bonne étoile, ça parle vraiment de l'hypersensibilité. Donc ça peut être intéressant. Vous avez C'est l'histoire d'un zèbre de William Raygeau. C'est pareil, ça tourne avec beaucoup d'humour, mais ça permet de prendre conscience d'énormément de choses. Et aussi, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je reste disponible sur le stand. Alors moi, il est tout au bout, près de la scène, tout au fond à droite. C'est pas les toilettes, hein, c'est mon stand. Et donc, n'hésitez pas. Donc, moi, je propose des massages énergétiques aussi. Donc, le massage des 5 continents qui vous fait voyager en 1h10. Le massage ayurvédique Shiro Champi qui travaille justement sur l'équilibrage cerveau gauche, cerveau droit, mais aussi sur le sommeil, sur le stress et qui ne travaille que sur le haut du corps jusqu'à la pointe des cheveux. Je fais de la réflexologie aussi. Alors, plus pour m'aider à confirmer mon diagnostic en naturo, puisque la réflexologie, on sent également tous les organes au niveau de vos pieds, au niveau de vos mains. Donc, je pratique également ça. Et bien sûr, les séances de consultation en naturopathie. Vous pouvez me retrouver sur Doctolib. Je suis sur Facebook et sur Instagram, la page Booster votre santé. J'essaie de mettre régulièrement plein d'articles, plein de conseils, etc. Et avec beaucoup d'humour, j'essaye. Et j'ai peut-être pas le même humour, alors il ne faut pas m'en vouloir non plus. Mais voilà tous les moyens de me retrouver. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour cette première conférence me concernant sur la naturopathie. Donc, merci pour votre bienveillance.
et je vous souhaite un bon salon et un bon week-end du bien-être. Merci à vous. Merci.